Olivier, voilà, du grand projet urbain qui veut relier à la commune qui a, je ne sais pas combien de dizaines de contrats de quartier que vous avez réalisés les dernières, pour ces 20 ans de règne de Philippe Moreau. Il y a une nouvelle majorité. Il y a un projet Bellevue qui est bientôt terminé. Il y a un tour pour info à côté qui va bientôt être entamé au niveau travaux. Quoi votre position maintenant urbanistiquement par rapport à ce que vous avez entendu ce soir? Ça, c'est la première question. Je rajoute une deuxième, parce que hier soir, en préparant ça, je me dis, ah oui, il est aussi échevin de la propreté. Parce que les derniers jours encore, et je reçois via Facebook tous les trucs de ce groupe, je ne sais plus comment ça s'appelle. Quoi? Oui, qui aime bien les poubelles sauvages. Et on va dire, la Porte Linov, c'est la poubelle de Bruxelles. Moi, je constate simplement qu'il y a des autorités, il y a plein d'autorités, et tout le monde ouvre son parapluie. Mais ça reste une poubelle. Voilà, deux questions. Alors, je vais commencer par la première qui paraît être la plus simple. Alors, d'abord, bien sûr, bienvenue à Molenbeek. Effectivement, le projet se situe principalement à Molenbeek. Et il y a eu plusieurs réflexions sur ce projet, effectivement, de la commune. Il nous a apporté plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y ait une mixité des fonctions et une mixité sociale sur le site. C'était extrêmement important. Donc, on ait des espaces verts, du logement, des équipements collectifs, un beau musée. Donc, effectivement, on a entendu avec plaisir des positions ces derniers jours dans la presse sur une possible installation d'un musée. Donc, alors, il y avait également un autre élément qui était extrêmement important dans le schéma directeur, c'est les éléments, tous ces éléments urbanistiques qui sont au pourtour, au périmètre direct de ce triangle. Je crois qu'aujourd'hui, on a pris en compte tous ces petits périmètres qui étaient un peu laissés à l'abandon. Une station essence, on se demande ce qu'elle fait là. Un parc un peu délaissé, grillagé, pas vraiment ouvert donc, mais soi-disant ouvert à tous. Des façades sans fenêtres et un cheminement de tram avec des îlots totalement anarchiques. On est dans un système, enfin, c'est un peu une sorte de Far West urbanistique, cette porte de Ninove. On est vraiment dans le flou le plus total, ce n'est pas du tout structuré, et je pense que, la commune pense que, effectivement, structurer les pourtours du double triangle, porte de Ninove, est extrêmement important pour l'intégration du projet dans le périmètre. Alors, il y a également l'intégration dans le périmètre beaucoup plus large. On a parlé des Vartes. Effectivement, on ne peut pas éviter de penser à Evart quand on pense à la porte du Ninove, tout comme on ne peut pas éviter de penser à la gare de l'Ouest. Et donc, le challenge qui va être la porte du Ninove et la gare de l'Ouest pour la commune va être immense, parce qu'on s'attend bien sûr à une augmentation des habitants et donc à une augmentation de demande de services publics, de connexion. Et on a parlé du tram, mais il faudra penser à autre chose qu'un bus. On relie deux grandes parties, deux grands nœuds que sont la porte du Ninove et la gare de l'Ouest. La gare de l'Ouest qui est quand même, avec Bekent, les deux endroits où toutes les lignes de métro passent quand même. Et donc, il était pour nous très important donc, de relier non seulement Evart, la gare de l'Ouest, mais également penser à la place du Chaise de Brabant qui mène vers la chaussée du Nord et donc vers le Ring. Et donc, à la commune, on s'est dit, mais on va mettre sur place, sur pied, une sorte de groupe de travail interservice, déjà pour se dire, mais où allons-nous en termes de mobilité, de logement, de travaux publics, d'urbanisme, et d'autres éléments, d'énergie, notamment tous les challenges en termes d'agenda 21. Et donc, on se retrouve face aujourd'hui à des défis. Et clairement, hein, on est une nouvelle majorité, on a vraiment hâte de
de voir arriver ce genre de projets qui pour nous sont véritablement une chance. Hein. On ne dit pas le contraire, on est vraiment attentif à ça. Et Vart va connaître également, je crois que c'est une des zones prioritaires en termes de développement du logement et des infrastructures publiques. C'est véritablement pour nous une chance et on ne veut pas la rater. C'est pour ça qu'on demande, qu'on a mis sur pied un groupe de travail pour nous, pour faire réfléchir à ce que va être Molenbeek en 2030. Et donc ça va nous permettre d'avoir des jalons. Alors, je crois que j'ai plus ou moins résumé la position de la commune relativement fidèlement. Alors, en ce qui concerne effectivement la propriété publique, elle est catastrophique. Elle est catastrophique à la porte de Ninove, elle est catastrophique à la gare de l'Ouest, rue Van Perroboom, c'est 900 mètres de dépotoir régulier. On enlève des tonnes et des tonnes de déchets par semaine. C'est infernal. C'est-à-dire que c'est quelque chose de presque institutionnalisé. C'est vraiment, c'est une mécanique qui est difficile à enrayer. Effectivement, j'ai pris la propriété publique. Non pas, on m'a pas dit tiens Olivier, tu vas prendre la propriété publique comme ça, tu vas te faire. Hein. Non, j'ai dit je la prends parce que j'habite effectivement le centre historique et je suis confronté tous les jours à la malpropreté. Et effectivement, j'en avais ras la casquette de me dire je n'ai aucune prise sur ça. Alors je me suis dit tiens, ça tombe bien, je suis échevin, ça tombe bien, il y a la propriété publique, personne n'en veut, je la prends. Et donc j'ai pris avec plaisir. Tout en sachant que ça ne va pas se faire, je ne vais pas régler le problème de malpropreté en un coup de cuillère à peau, ça c'est clair. Il faut énormément de moyens humains, de moyens de budget, et donc une réorganisation des services. De toute façon, on va devoir passer par une sensibilisation énorme, et ça va être ça le vrai défi de la propreté. Juste un tout petit témoignage personnel. Parce que l'année passée, dans le cadre du Festival Canal, on avait fait sur la pelouse triangulaire entre les grands platanes un après-midi de poésie, de lecture d'histoire et tout ça, de contes. J'ai appelé je ne sais pas combien de services, et c'est finalement des artistes hollandais qui ont nettoyé cet espace et ils ont fait une sculpture de 15 sacs poubelles de cet espace. Donc moi, en tant que, entre autres aussi, organisateur, j'espère de nouveau en septembre 2014 d'un festival Canal, j'aimerais bien quand même ne pas devoir faire des dizaines de coups de fil sans réponse. Comment est-ce que tu vas me répondre? Alors, oula, je vais être derrière le téléphone. Là. Je vais te donner mon numéro de téléphone. Non, mais c'est clair, donc il y a une réorganisation des services, c'est-à-dire qu'on travaille, les services travaillent d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'ils travaillent mal, mais moi je propose de travailler autrement. Première chose. Alors, c'est vrai que moi-même, j'ai du mal à faire passer des messages. C'est comme si quelqu'un me narguait, on m'a mis encore un frigo récemment juste devant ma porte. Voilà, je ne suis pas à l'abri non plus, je téléphone, je préviens, j'ai un contact direct avec les services. Mais ils ont par ailleurs X tonnes à déblayer avant. Donc, il faut savoir que rien que sur le... c'est pour donner des chiffres, hein, simplement en termes de déversage, en termes de coûts de détritus qu'on a, par exemple, sur le mois d'avril, ça nous coûte 40 000 € rien que sur le mois d'avril, simplement, non pas pour amener les déchets, mais simplement pour les donner. Et donc, on se trouve face à quelque chose de totalement incontrôlable. On jette, les comportements sont à revoir totalement. On doit faire un travail de terrain énorme. Et c'est pour ça que je vais devoir notamment m'appuyer sur des ambassadeurs propreté, m'appuyer sur des relais dans les quartiers pour avoir une ressource humaine complémentaire à ce que je possède aujourd'hui. Il y a 70 balayeurs, ils sont prévus dans un cadre budgétaire et ils nettoient en général, comme dans une rue tout à fait normale, si elle était normale, ils doivent passer une fois tous les 2-3 jours dans une commune où on ne pollue pas. Mais hélas, l'acte de malpropreté est quotidien. C'est-à-dire qu'une corbeille publique, elle est vidée en 2 heures, elle est remplie parce qu'il y a des sacs ménagers, des sacs d'ordures ménagères qui les remplissent.
ça déborde, un coup de vent, comme il y a eu ces derniers jours, et c'est parti. Il y a toute une rue qui est polluée. Et malgré ça, les balayeurs balayent, ils font leur travail. C'est ça le pire, c'est que je crois que le service public, le service de la propriété publique, fait son travail, mais face à l'ampleur du phénomène, on est bien mal démunis, enfin on est fort démunis. Alors on peut mettre encore plus d'argent, plus de moyens, mais pour l'instant, on ne l'a pas, parce qu'on est vraiment dans des situations difficiles budgétaires. Mais alors on essaie de trouver d'autres manières pour y arriver, et c'est clairement parfois de faire payer le pollueur, hein, comme sur des marchés, sur des brocantes, sur des festivités, peut-être pas les vôtres, hein, mais bon. Mais en tout cas, on essaie. Alors, c'est tout le contrôle également. Toute la culture de contrôle de l'espace en termes de propreté n'existait pas. Et donc, ça, on va devoir effectivement remettre au centre des préoccupations, de se dire, mais on doit quand même contrôler, on doit quand même sanctionner ceux qui mettent 3 tonnes de gravats dans la rue ou un énième frigo. Et donc, cette culture n'existait pas. Moi, je crois qu'il faut faire un panachage de solutions, de procédés, et ça en fait partie. Voilà. Ok, merci.